Bonjour à toutes et à tous. Il y a quelques semaines, Jean-Michel Apathy était écarté en quelques minutes à peine de l'antenne d'RTL pour avoir simplement évoqué les massacres commis par l'armée française en Algérie. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays, la France, pour qu'on soit à ce point dans le déni face à notre histoire, notamment face à l'une de ses pages les plus sombres, celle de la colonisation française en Algérie? Le 8 mai prochain, ce n'est pas seulement la commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est également le 80e triste anniversaire de l'un des plus gros massacres commis par la France en Algérie, qui a tué plus de 30 000 Algériens dans les semaines qui ont suivi le 8 mai 1945. On en parle tout de suite avec Olivier Lecourt, Grand Maison. Alors, tu es maître de conférences en sciences politiques à l'université d'Évry-Val-d'Essonne. Tu enseignes au Collège international de philosophie et tu es spécialisé dans les questions liées à l'histoire coloniale et au racisme, au pluriel. Et par ailleurs, tu es membre d'Égalité. Alors, si on t'a invité aujourd'hui, c'est pour parler du 8 mai 1945 en Algérie. Parce que le 8 mai prochain, dans quelques semaines, au moment où on enregistre cette vidéo, on va commémorer le 80e anniversaire de la victoire des Alliés contre l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais le 8 mai, ça marque également un autre anniversaire, autrement moins glorieux, celui des massacres perpétués par l'État français à Sétif, à Guelma et Karata en Algérie. Alors est-ce que tu peux nous en dire, pour commencer, nous en dire davantage sur ce qui s'est précisément passé à partir du 8 mai 1945 en Algérie ? Alors en effet, le 8 mai 1945 à Sétif plus précisément est organisé un rassemblement, faut-il le préciser, parfaitement pacifique, à l'initiative de militants nationalistes qui se rassemblent, ces manifestants, dans la rue principale de Sétif, dans ce qu'il est convenu d'appeler à l'époque, parce que les choses sont ainsi nommées, le quartier européen, puisque les villes coloniales en Algérie et plus largement dans l'Empire sont des villes ségrégées. Et l'objectif pour celles et ceux qui se rassemblent dans le quartier européen est évidemment symboliquement de marquer leur refus de se soumettre désormais à cette ségrégation et à l'ensemble des dispositions racistes et discriminatoires mises en place par l'État colonial sous la Troisième République, d'exiger les droits et libertés démocratiques pour eux-mêmes et elles-mêmes, bien sûr, et au sortir de la Seconde Guerre mondiale, évidemment, puisque la chose se discute quasiment au même moment à la conférence de San Francisco, exiger le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. À l'occasion de cette manifestation, un drapeau algérien, le drapeau qui va devenir celui de l'Algérie indépendante, est brandi, et un jeune scout algérien est tué par un policier. Ça va être le début de ce qui va transformer cette manifestation pacifique en émeute, à la suite de quoi un certain nombre d'Européens, comme on le dit à l'époque, vont être assassinés. Et pour mettre un terme à ces mouvements, le pouvoir colonial va transformer cette répression en un véritable massacre qui va s'étendre à tout le Constantinois, Sétif, Guelma et Kherrata, et s'étendre pendant plusieurs semaines. L'objectif pour la puissance coloniale française n'étant pas seulement d'écraser ce mouvement, mais d'envoyer un signal à l'ensemble des populations colonisées de l'Empire au sortir de la Seconde Guerre mondiale, en leur signifiant très clairement que toute velléité de remise en cause un tant soit peu significative de l'ordre colonial, et plus encore toute velléité de disposer d'eux-mêmes, serait évidemment immédiatement sanctionnée de la pire des manières. Et il s'agit donc, au-delà de l'écrasement de ce mouvement en Algérie, d'envoyer ce signal que la France ne tolérera aucune modification substantielle de l'ordre colonial qui est le sien. Et rappelez que les massacres de Sétif, Guelma et Kherrata n'éclatent pas dans un ciel serein. Il s'agit au fond de la première application particulièrement meurtrière et spectaculaire de la doctrine élaborée peu de temps auparavant lors de la conférence de Brazzaville, qui réunit des personnalités très importantes du gouvernement provisoire de la République française,
des résistants, conférence qui est ouverte par le général de Gaulle et qui va fixer la doctrine coloniale de la France au sortir de la guerre. Et il est précisé dans le document final de la conférence de Brazzaville qu'aucune indépendance ne sera tolérée et qu'en dernière analyse, seule la France peut et pourra décider du sort des colonies. Et donc, lorsque éclatent ces manifestations dans le Sétifois et dans le Constantinois en Algérie, la France réagit très brutalement parce que, d'une part, elle estime que la préservation de son empire, en général, doit lui permettre de se rétablir comme grande puissance européenne et mondiale et comme grande puissance coloniale, et d'autre part parce que, relativement à l'Algérie, cette colonie occupe dans l'espace à la fois politique, juridique, symbolique, une position très particulière. Et rappeler qu'en raison de la départementalisation de cette colonie, l'Algérie française est considérée comme partie prenante et partie intégrante du territoire français. Merci. Lorsque certains acceptent de parler enfin de ce qui s'est passé en Algérie en 1945, c'est souvent pour justifier les atrocités qui ont été commises par la France en parlant de répression, ou plus précisément d'une répression qui aurait été rendue nécessaire par la violence des meutiers algériens. Pourtant, pour les historiens, c'est pas forcément ce qui s'est passé. Et la violence déployée par l'armée française en Algérie, elle tient plus de la volonté délibérée de commettre des massacres plutôt que simplement de réprimer une révolte. Est-ce que tu peux nous en dire encore un peu davantage? Tout à fait. Alors, à l'origine, ce qu'il se passe dans la rue de Sétif-et-Guelma peut être qualifié de répression en ajoutant cet adjectif absolument essentiel, que la répression doit être qualifiée de sanglante, parce qu'encore une fois, la manifestation telle qu'elle se déroule au début est une manifestation parfaitement pacifique, et par conséquent, nous sommes déjà là en présence d'un usage particulièrement excessif de la violence, mais dont il faut rappeler qu'il est hélas très banal dans les colonies. C'est évidemment lié aux représentations que se font les colonisateurs de ceux qu'on appelle avec mépris les indigènes. Par contre, ce qui surgit par la suite ne peut évidemment pas être qualifié de répression, quand bien même on y ajouterait l'adjectif de sanglante, parce qu'il s'agit bien de massacre, en précisant que le bilan tel qu'il est établi par un certain nombre d'historiens et d'historiennes français, algériens et étrangers s'établit à environ 35 000 victimes civiles pour l'écrasante majorité d'entre elles, civiles et par ailleurs désarmées. C'est à minima un crime d'État, puisque c'est un crime qui a été commis par les forces armées françaises qui agissaient sous l'autorité d'une part du gouverneur général de l'Algérie, mais évidemment sous l'autorité du gouvernement provisoire de la République, et plus précisément encore, conformément à l'article 212.1 du Code pénal, qui définit le crime contre l'humanité, crime contre l'humanité qui renvoie aux actes suivants: exécution sommaire, réduction en esclavage, disparition forcée, torture, j'en passe, réalisé, et ce passage est évidemment très important, en vertu d'un plan concerté, et un certain nombre de ces éléments sont évidemment réunis en ce qui concerne les massacres de Sétif, Guelma et Kherata, exécution sommaire assurément, disparition forcée, destruction des cadavres pour effacer par le feu pour effacer les traces du crime au moment même où il est commis, et bien sûr en vertu d'un plan concerté. Qui peut croire un instant que les forces armées françaises, armées de terre, armées de l'air et marine, auxquelles s'ajoutent des milices coloniales, ont pu agir pendant aussi longtemps sans obéir à des ordres écrits ou oraux et à des consignes données à la fois par le gouverneur général de l'Algérie, Yves Châtaigneau, et en métropole par le gouvernement provisoire de la République. Et donc nous sommes en droit, le nous étant évidemment un nous collectif, de considérer que ce qu'il s'est passé à partir du 8 mai 1945 à Sétif, Guelma et Kherata est effectivement constitutif d'un crime contre l'humanité. Et rappeler que l'avocate Nicole Dreyfus, qui fut avocate du FLN, qui par la suite a plaidé cette cause, celle de la reconnaissance des massacres de Sétif, Guelma et Kherata comme crime contre l'humanité, défendait effectivement cette position, pareillement soit dit en passant, pour les massacres du 17 octobre 1961. Et rappeler que ces éléments, effectivement, nous permettent de conclure en ce sens, à l'encontre de celles et ceux qui, j'allais dire,
au mieux, mais c'est un mieux qui est un pire, si je puis dire, révise considérablement ce qu'il s'est passé, voire dans certains cas nie presque la réalité de ce qui a été perpétré par les forces armées françaises à partir du 8 mai 1945. Récemment encore, on a pu voir Jean-Michel Apathy qui avait osé évoquer le fait que la France avait commis des massacres en Algérie, être quasi instantanément suspendu de l'antenne d'RTL. Et aujourd'hui, quand on écoute des politiques de droite, d'extrême droite, qui continuent à vanter les mérites de la colonisation, on voit bien qu'il y a un enjeu majeur à mener une contre-bataille culturelle pour à la fois faire connaître l'histoire française, y compris dans ces moments les plus sombres, mais également pour mener une bataille politique pour que soient enfin reconnus les massacres dont on parle. Comment on peut s'y prendre ? Alors tout d'abord rappeler ceci que il y a un tournant politique qui me semble essentiel et qu'on a un peu tendance à oublier, qui est la loi du 23 février 2005, qui est une double exception française dans la mesure où cette loi établit une interprétation apologétique du passé colonial français, et rappelez que la France est la seule ancienne puissance coloniale à avoir légiféré en ce sens. Seconde exception, le fait que si l'État peut et doit intervenir dans un certain nombre de domaines économiques, sociaux et financiers, il y a un domaine dans lequel il ne saurait pas intervenir sauf à méconnaître les principes démocratiques qui sont supposés être les siens, c'est le domaine des sciences humaines et des sciences sociales et plus généralement de la recherche pour fixer quelque interprétation officielle que ce soit. Et cette loi du 23 février 2005 n'a pas été l'épilogue d'une réhabilitation du passé colonial français, mais bien plutôt le prologue, puisque par la suite, Nicolas Sarkozy, François Fillon, l'actuel ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, et plus généralement les Républicains et l'UMP antérieurement, n'ont cessé effectivement déjà pour contrer l'influence culturelle et politique du Front National hier, du Rassemblement National aujourd'hui, de réhabiliter de façon toujours plus agressive et si je puis dire violente le passé colonial de la France. Et ce qui est arrivé à Jean-Michel Apathy est le symptôme de cela. Le passé colonial de la France en général et le passé colonial de la France en Algérie est effectivement un passé qui ne passe pas, notamment parce qu'il est devenu une ressource politique et électorale pour les extrêmes droites d'une part, pour les droites de gouvernement radicalisées et extrême droitisées, pour le dire en ces termes, qui mènent de ce point de vue-là une double bataille à la fois culturelle, politique, et qui se décline évidemment avec des objectifs électoraux. Et rappeler que relativement aux événements dont nous parlons, il ne s'agit pas d'opinion, il s'agit de faits établis depuis maintenant longtemps par des historiens, des juristes, des politistes qui se sont intéressés à ces événements. La bataille pour la connaissance, pour le dire en ces termes, est gagnée. Ce qui demeure pendant, c'est la bataille pour la reconnaissance, puisque en ces matières, les autorités françaises, les plus hautes autorités de l'État, que ce soit sous des présidences de gauche ou de droite, n'ont jamais reconnu l'effectivité de ces massacres et reconnu effectivement que des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité avaient été commis. À la différence d'ailleurs, faut-il le rappeler, d'anciennes puissances coloniales, je pense en particulier à la Grande-Bretagne, à l'Allemagne, dans des contextes différents, au Canada, aux États-Unis, à la Nouvelle-Zélande et à l'Australie, où pour des raisons diverses et variées, ces autorités politiques ont, d'une façon ou d'une autre, reconnu ce qui a été perpétré contre les populations colonisées, contre les populations autochtones dans d'autres cas, et même, pour ce qui est de la Grande-Bretagne notamment, non seulement reconnu ce qui a été perpétré, mais accordé des réparations financières, et relativement au massacre consécutif à la guerre des Mao-Mao au Kenya au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la Grande-Bretagne a érigé à Nairobi une stèle à la mémoire des victimes. Et lorsqu'on compare ces différentes situations avec ce qu'il en est de la France, on s'aperçoit que la France, très républicaine, dont un certain nombre de gouvernements s'enorgueillissent régulièrement de ces grandes traditions libérales et émancipatrices, relativement à la reconnaissance, ce n'est pas cette espèce de locomotive qui tire l'humanité vers un avenir prétendument radieux, mais particulièrement en retard, en raison de la pusillanimité des différents gouvernements et chefs de l'État, du conservatisme de nombre de forces politiques, et faut-il le dire, aussi, hélas, de la pusillanimité d'un certain nombre de forces politiques des gauches qui, relativement aux massacres coloniaux et à la nécessité de les reconnaître,
ne mène pas la bataille à la hauteur de ce qu'on serait en droit d'attendre et également à la hauteur de ce que seraient en droit d'attendre les premiers concernés, les héritiers de l'immigration coloniale et post-coloniale et différentes associations collectives qui sont maintenant mobilisées depuis longtemps pour exiger la reconnaissance de ces crimes. Merci Olivier pour toutes ces informations. Je vous invite à nous retrouver sur le site égalité.org. N'hésitez pas à vous abonner à notre lettre d'info pour recevoir toutes les dernières annonces, textes et initiatives qu'on va prendre à l'occasion du 8 mai 1945 et sur bien d'autres sujets. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour pas manquer les prochaines vidéos et à très bientôt. Merci.